Bonsoir et merci de votre fidélité pour un Thalassa très varié, bien sûr avec l'expédition qui nous entraînera sous le soleil de la Tunisie, une enquête importante, et puis une plongée pour aller à la recherche d'un trésor. Demandez le programme. L'expédition Thalassa vous emmène sur les sentiers de Tunisie. Vous découvrirez un rivage sauvage et authentique, du Cap Bon aux îles Kerkena, en passant par Djerba et Sidi Bou Saïd, le charme piquant d'un pays tourné depuis toujours vers la mer. Un trésor dort toujours au fond de la Méditerranée, celui du maréchal Rommel. Pendant la dernière guerre, ses troupes ont pillé les habitants d'Afrique du Nord. Entre Tunisie et Corse, qui réussira à trouver le magot? Et puis, retour sur une bien mystérieuse affaire. Il y a 15 ans, le ferry Estonia sombrait dans la mer Baltique, entraînant la mort de plus de 850 personnes. Crime, attentat, accident, la réponse repose toujours au fond de la mer. Et puis Sabine, sur notre route, le voilier Tara qui a fait Cap au Sud. Oui, mais 6 semaines après le début de l'expédition, Tara vient d'affronter ses premières difficultés. Alors la semaine avait bien démarré, départ de Nice dans la nuit de samedi à dimanche, une première station de prélèvement le lendemain et d'échantillonnage de plancton, et soudain, bam, la tempête, 70 nœuds de vent, 130 km/h à peu près, la houle. Donc pour la première fois, il a fallu sortir les gilets de sauvetage. Et finalement, bien sur ces images, on voit que Tara n'a pas pu arriver jusqu'à Tunis. La goélette s'est arrêtée 60 km au nord-ouest de la capitale tunisienne, à Bizerte. Oui, Bizerte, port très connu. Encore une petite chose. Oui. Et moi, je vous laisse la parole. Pour dire que les téléspectateurs étant aussi des internautes, du moins certains d'entre eux, n'hésitez pas à réagir, à échanger, poser des questions. J'essaierai d'arracher quelques secondes pour être votre porte-parole. Donc l'adresse thalassa.france3.fr sur le forum. Voilà. Et pour l'instant, Loïc, on va commencer avec de très belles images. Oui, il faut toujours prendre de la hauteur en toute chose, hein, c'est une bonne idée. Donc on va regarder une Tunisie... C'est l'apéritif, quoi. C'est l'apéritif, une Tunisie peu ordinaire, vue du ciel, avec le regard d'aigle et les commentaires acérés de Yannick Charles. Voici à la frontière de la Tunisie et de l'Algérie. Maritime ou terrestre, une frontière bien gardée, depuis longtemps même, autour du fort de Tabarka. Temps mitigé ce matin, le vent souffle, il a plu. La terre surprise est très verte. Ce n'est pas encore la chaleur écrasante des jours d'été quand la masse des vacanciers passe les postes frontières de l'ouest tunisien. Ils sont 1 million, les Algériens, à emprunter ces routes chaque année. 1 million. Peut-être un bon signe dans cette Afrique du Nord, aux frontières parfois bien hermétiques. Plage déserte, sinon quelques pêcheurs qui profitent de la tempête pour repeindre leurs navires. C'est la Tunisie, côté nord. Faible densité de population, paysages vierges, des plaines et des massifs montagneux, les djebels, des pointes et des caps. Au bout de cette presqu'île longue de 25 km, c'est le cap Farina qui sépare deux univers. Maritime vers Rafraf, lagunaire vers l'embouchure de la Medjerda qui prend sa source en Algérie. Libres fleuves qui coulent sans histoire et ne connaissent pas les frontières. Au pied du Djebel Nadour, il y a ce peuple de l'eau, dans l'ombre des forts, vieux de plusieurs siècles. La marque de passage des multiples occupants maltais, espagnols, britanniques. Gare El-Mel, 5000 habitants. Ville de paysans et de pêcheurs. Certains se contentent de la lagune, d'autres vont plus au large, bien au-delà du rocher de Rafraf.
pointe de Tunisie dans le ventre de la Méditerranée, le Cap Bon. Roches sèches fouettées par les vents. Paysage venté, océanique. On dirait presque l'Atlantique. Toujours à quelques kilomètres du Cap Bon, le plus grand champ d'éoliennes de Tunisie. Attention danger, disait tout à l'heure le phare, aux navigateurs tentés de raser la côte. Mal on a pris à ce bâtiment rogné sur son tribord jour après jour par les déferlantes. Vertige de la rouille, dans quelques milliers de vagues, il ne restera plus rien. Le Cap Bon a donné son nom à cette péninsule qui s'étend sur près de 80 km depuis les environs de Tunis. Une terre de travailleurs agricoles et de marins nomades, frères de la houle et des embruns, rompus à une vie de débrouille et de rigueur. Parmi les innombrables ports de pêche tunisiens, voilà Sidi Daoud, où la flottille est encore confinée dans le port, météo oblige. La Matanza attendra, cette pêche ancestrale où des bancs de thon sont pris au piège dans d'immenses filets. On dirait l'hiver. Changement de lumière, changement de couleur pour un autre tableau, l'infini des terres ocres rayées d'oliviers. Milliers de plantations disposées en quinconce, selon une science ancestrale. Voici la Tunisie, côté sud, côté terre. Très vite, on aborde le golfe de Gabès, qu'autrefois dans la géographie antique, on nommait la Petite Syrte. C'est un lieu étrange, connu pour ses marées, les plus fortes de toute la Méditerranée, 2 mètres d'amplitude environ entre la basse et la haute mer. Les pêcheurs à pied ne s'y trompent pas. À marée basse, avec de la boue jusqu'aux genoux, ils savent qu'ici il y a moyen de récolter des coquillages et de faire bouillir la marmite. Des femmes, des hommes, englués quelques heures en plein soleil entre le flux et le reflux des eaux. Le front qui perle et qu'il faudrait essuyer, les mains qui collent et le temps qui presse. Chaque pas est un effort, chaque pas lourde retiré, une victoire. Le golfe de Gabès est réputé pour être la plus grande réserve de coquillages et de poissons de Tunisie. Il fait vivre des milliers de personnes. Mais qu'en sera-t-il dans l'avenir ?
Vu du port de Gabès, on s'interroge. Les quais sont jaunes de soufre. Ils résument le dilemme de toute une région vouée dans les années 70 aux industries chimiques. La concentration d'usines de traitement de phosphate, les rejets en mer d'engrais alimentent les controverses. Menacer, sacrifier le golfe de Gabès, il reste beaucoup à faire. Sfax maintenant, qui compte 500 000 habitants et où l'on trouve des salines rouges presque en centre-ville. Sfax et son port. Liaison quotidienne avec l'archipel de Kerkena. On en reparlera. D'où viennent tous ces passagers, tous ces piétons et automobilistes. Ferries pleins à craquer encore dans le sud pour passer l'infime détroit qui sépare le continent de l'île de Djerba. Sur la côte est de l'île, les yeux tournés vers la Libye voisine, une quarantaine d'hôtels a pris position sur une plage longue de plusieurs kilomètres, la plus belle de l'île. Tout y est pour subvenir aux besoins d'une clientèle occidentale fatiguée, avide de soleil et d'activité. Avec les sites de Monastir et de Sousse sur le continent, Djerba c'est le cœur de l'industrie touristique tunisienne. Seul un attentat d'Al-Qaïda causant la mort de plusieurs Tunisiens et étrangers viendra ternir au début des années 2000 la success story de Djerba la Douce. Djerba, au lieu du mélange des cultures et des religions. Une île chaude, en carence d'eau douce, au point de creuser des canalisations sous-marines avec le continent pour s'approvisionner. Blanche à l'extérieur, fraîche dedans, avec toujours un souffle d'air marin pour les ventiler, les maisons de Djerba. Il est 17 h. Le vent de terre s'est levé et pousse en douceur les voiliers des pêcheurs vers le large. Il fait grand bleu près des Kerkena, les îles où la mer est divisée en parcelles. À terre, il y avait le graphisme particulier des champs d'oliviers. Ici, autour de ces îles entourées de hauts fonds, l'empreinte, ce sont ces pièges à poissons. Immense géométrie. Cette nuit encore, il y aura des étoiles dans le ciel. Et s'il y a pleine lune, les oiseaux de mer n'auront pas de mal à se repérer pour trouver du poisson pris dans les pièges dressés par les pêcheurs. Il leur suffira de suivre la flèche et de se servir. Il est 17 h. Il est temps de faire le thé pour tenir. La nuit va être longue et chaude. Les îles Kerkena, ça donne envie de repartir. Antoine, alors vous êtes parti sous le soleil pour nous faire découvrir le littoral tunisien. Il a bien fallu faire des choix quand même. Oui, des choix comme tout le temps dans la vie, à droite, à gauche, en haut, en bas. Bon, moi j'ai choisi en haut à gauche. Vous voyez où je suis ? Pas du tout. Je suis... Non, pas du tout, je vais vous dire ça tout de suite. Je suis dans la Kroumiri. C'est un véritable coup de cœur que j'ai eu pour cette région. On est un peu loin de la mer, c'est la Kroumiri, oui, oui, et ça se dit sans éternuement. La Kroumiri, où autrefois, figurez-vous, Georges, les Romains venaient chasser les lions vivants pour les mettre dans les jeux du cirque. Et ils les ont tous attrapés.
Et ils les ont tous attrapés, mais ils n'ont pas tout mangé dans le jeu du cirque. Enfin, en tout cas, c'est une balade qui commence en Kroumiri, dans laquelle je vous amène tout de suite. En attendant la mer, il y a cette autre Tunisie, brûlante au soleil, où l'on recherche le coin d'ombre. En bord de route, déjà une première rencontre. Combien de moutons est là pour... فاهمه اقول انا قالت لك الجدار هذاك تبيعوا لك هز elle t'a dit elle te vend la chèvre tu prends le... Il n'y a pas la place dans la voiture. C'est ton problème. لا انا نحب نبيع ماشي في كاس Elle veut vendre. Je comprends, oui, tu veux que je l'amène pour la manger à l'hôtel. Bon, on peut pas faire ça à l'hôtel. قلت لها تصور فيا Eh bien oui, c'est comme ça. Les gens d'ici ont toujours quelque chose à vendre. Alors il faut discuter, marchander. C'est une affaire de politesse. Le voyage a bien commencé. La Kroumiri, une région montagneuse où l'on croise encore des sangliers. À l'heure de la sieste, des hommes sont au travail. Ce sont des dizaines de forestiers qui déshabillent autant de chênes-lièges. Le bouchon de nos bouteilles, né ici, à bon marché et sous un soleil de plomb. Il y a combien de personnes qui travaillent sur un chantier comme celui-là? Ça dépend de la parcelle qui est exploitée. Par exemple, on trouve parfois jusqu'à 100 ouvriers. Ah oui. Il y a différentes tâches aussi qui sont très précises. Il y a celui qui a la hachette, Oui. c'est le spécialiste qui fait le travail. Oui. Il y a des gens, ceux qui transportent aussi le liège pour l'empiler. Il y a des gens qui ramènent l'eau pour tous ces ouvriers parce que c'est une chaleur énorme quand vous faites. Le chantier est bien organisé. Bien organisé, c'est sûr. Fawzi est le responsable tunisien du WWF. C'est notre guide forestier pour la journée. Ça c'est un très bon liège. Vu l'épaisseur qui sera facilement fabriqué comme bouchon, avec l'épaisseur qui dépasse à peu près les 4 cm. C'est un bouchon entier qui sera fabriqué à partir de là et qui sera dans des bouteilles de vin en France. Combien de temps ça met pour repousser une écorce de liège? De 9 à 12 ans. D'où toute la forêt qu'on voit ici, c'est une forêt naturelle qui a plus de 200 ans. Hein. Ça, par exemple, a été récolté peut-être 8 fois. 8 fois qu'elle donne du liège. Lorsque on taille comme ça la forêt pour extraire le liège, est-ce qu'on détruit la forêt? Non, on entretient la forêt. Déjà, pour accéder aux arbres, on fait du nettoyage qui permet aussi de dégager un peu la forêt afin que la lumière passe et afin que la vie continue. Mais en plus, quand il y a des chantiers, c'est aussi un système de surveillance contre les incendies. Dans cette région, où il neige souvent en hiver, la nature a bien fait les choses. Lacs, forêts, rivières, la Kroumiri et le château d'eau de la Tunisie. Il pleut jusqu'à 1200-1500 mm par an dans cette zone-là. Et cette forêt qui capte tout l'eau, la Tunisie a fait une bonne gestion, une stratégie de collecte de l'eau dans des barrages qui sont interconnectés afin de permettre à canaliser l'eau pour l'irrigation, pour le tourisme, pour toute la Tunisie. Nous, en Tunisie, on n'a jamais eu de pénurie d'eau. Et le tourisme, les hôtels? Le tourisme et tout ce qui est consommation nationale, c'est les 20% avec l'industrie. La grande consommation de l'eau, je crois aussi en Afrique du Nord, et surtout en Tunisie, c'est à 80%, c'est l'agriculture. Ah ben, je ne savais pas. Tabarka, son fort génois et sa côte de corail. Le professeur Chedli Raïs, spécialiste en la matière, nous accompagne avec une équipe de corailleurs. Matériel de plongée sophistiqué, caissons de décompression, armateurs à bord, affaires sérieuses. Tu vas à quelle profondeur? À 85, 82. Tu pars tout seul? Ouais. À une telle profondeur, il n'y aura aucune assistance en cas d'incident. Combien de temps il reste Il reste entre 15 et 25 minutes.
courageux d'y aller tout seul comme ça. Bien sûr. Allez. Stop, chrono. Allez, Hassan. بشوي بشوي يا حسن نزح. Yes, yes. En profondeur et en pleine obscurité, une course contre la montre a déjà commencé. Pendant ce temps, le professeur Raïs ne nous cache pas son pessimisme sur l'état des fonds marins. Maintenant, la ressource, elle s'est rarifiée. Il y a beaucoup moins. Il faut aller à des profondeurs très importantes pour trouver des pieds exploitables. Et d'ailleurs, vu la croissance très lente du corail, je ne sais pas si on peut vraiment la qualifier comme ressource renouvelable. C'est une pêche qui ne pourra pas être durable. Et là, ici, dans les eaux tunisiennes et aussi un peu dans les eaux algériennes, c'est les zones marines de Méditerranée où il y a encore du corail. Le corail a pratiquement disparu des profondeurs accessibles à la plongée, par exemple de plusieurs côtes sud-européennes. À l'état naturel, c'est déjà un bijou unique, rare. Les récifs coralliens n'ont rien à voir avec ce corail rouge de Méditerranée qui est le meilleur corail. C'est pas parce que je suis méditerranéen que je le dis, mais c'est vraiment... Un peu quand même. C'est parce qu'il est le plus recherché au niveau de l'artisanat du corail. Ça doit valoir une fortune. Ça vaut beaucoup d'argent. Ça va, Séri? Ivre de mer, le plongeur au mental d'acier n'a qu'une poignée de minutes pour se mettre à l'abri d'un accident. Il récupère tout de suite au caisson. D'accord. D'accord? C'est comme une décompression qu'il fait. Hein. Mais c'est un peu dangereux, non? Bon, c'est un peu dangereux, oui, mais la règle dit qu'on peut remonter au caisson en moins de 3 minutes. Mais les plongeurs, ils acceptent ce risque-là quand même? Bon, on a pris ce risque. Alors c'est notre métier. On sait ce que ça veut dire, mais bon, on prend des précautions quand même. C'est pas n'importe comment on fait ça. Combien de temps il va rester alors là? Suivant les paliers qu'il fait. Donc il a fait 21 minutes au fond, donc il va rester presque 1h30 au caisson. Il va arriver pour déjeuner en fait. Voilà, c'est ça, peut-être, oui. De Bizerte à Tabarka, les derniers corailleurs prennent des risques avérés. Pour quelque temps encore, car chacun sait ici qu'il n'y aura plus de corail rouge dans peu de temps. À qui la faute? Autorités, pêcheurs, joailliers ou clients? Responsables mais pas coupables. On connaît le refrain. Nous faisons route vers l'est, direction le lac d'Ischkel. Bonjour madame. Et bonjour monsieur. Ischkel, c'est un monument naturel classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et pour en percer les secrets, Selma Zayan, archéologue, nous accompagne. Bonjour. Enchanté. Selma Zayan. Si on est un vrai naturaliste, toutes les saisons sont idéales pour découvrir. Donc il y a toujours quelque chose d'intéressant à voir à l'Ischkel, quelle que soit la saison, quelle que soit la journée et quel que soit le moment de la journée. C'est vraiment une montagne énigmatique. Elle est vraiment merveilleuse. Dans l'Antiquité, c'était une île inhospitalière. Tout autour, c'était vraiment de l'eau. Et donc tout se faisait en navigation avec des barques à fond plat, comme on en voit encore sur des mosaïques anciennes en Sicile et ailleurs. Et d'autres traces montrent que la navigation s'effectuait aussi pour le transport de la roche de l'Ischkel. C'est du marbre. Ce marbre, richesse de l'Antiquité, est aujourd'hui présent dans de nombreux musées tunisiens et il n'est plus exploité sur place. Aujourd'hui, Ischkel accueille chaque année des milliers de migrateurs. Habib, vous êtes conservateur ici du parc Ischkel. Alors, il y a les oiseaux qui viennent de quelle région? Donc la Tunisie reçoit environ un demi-million d'oiseaux, dont la grande majorité passe par Ischkel.
Oui, mais vous savez s'il y en a qui viennent aussi des régions proches de nous, par exemple de la France Vos Flamands, ils sont des Flamands de la Camargue, ils sont de la Kishkel. Ah voilà, les Flamands de Camargue. Les Flamands de Camargue, ils viennent ici. D'accord. Et moi sur le chemin, j'ai vu des cigognes aussi. Peut-être qu'elles viennent de chez nous aussi, non? Les cigognes, c'est un oiseau erratique qui peut faire dans les 15 000 km aller et retour. C'est le symbole de la beauté, le symbole de bonheur aussi. Hein. Du bonheur, plein les yeux, plein notre objectif. Ce soir, ce n'était pas vraiment la peine d'aller chercher plus loin pour le trouver. Antoine, vous n'avez pas ramené une manche de corail pour Sabine? Ah, mais j'aurais pu... Oh, écoutez, la prochaine fois que j'y vais, je vous promets... Mais vous avez vu quand même la dangerosité de Ouais, cette ça c'est incroyable. Ça mérite d'être souligné quand même. Ils prennent beaucoup de risques. Mais bon, il y aura peut-être plus de corail rouge dans pas très longtemps. Ça aussi, c'est transparu dans le reportage. On va aller retrouver tout de suite Anne Gouraud de Thalassa, qui est à bord du voilier Tara. Alors, Anne, est-ce que vous êtes bien arrivée à Bizerte? Oui, Georges, je suis bien arrivée à Bizerte hier, très précisément à 15h. Et laissez-moi vous dire que c'est arrivé au port, et on l'attendait tous avec impatience. Alors bon, on aurait bien voulu négocier une petite place dans le vieux port de pêche traditionnel, qui est magnifique, à côté de la Médina. Pas de chance, on est dans un quai, un petit peu tout seul, là, un peu à l'écart de la ville. On peut pas tout avoir, mais c'est pas très très grave. Voilà, mais surtout si on était aussi impatient d'arriver à bon port, c'est parce que la traversée entre la Tunisie, enfin plutôt entre la France et la Tunisie, ça n'a pas été de tout repos, figurez-vous. C'était la première grosse tempête à bord de Tara. Ça a complètement chamboulé notre emploi du temps et c'est bien dommage parce que la semaine avait plutôt bien commencé, vous allez voir. Nice, sa jet set, ses yachts de luxe qui se la coulent douce en attendant l'été, et puis Tara. Tara qui joue la carte fausse modestie. Comment tout ce public, rien que pour moi, et oui Tara, pour toi et pour Rosette, la nouvelle vedette high-tech de l'expédition. Alors, il y a 300 000 € au bout. 300 000 €, le prix d'une star pour laquelle on déroule le tapis rouge et les multiples qualificatifs. Fragile, cher et unique. C'est ça quand même très important de faire le tour du monde avec tous les instruments qui sont sur cette rosette. Il y a quand même au moins 8 capteurs modernes, dont des capteurs inédits. Et ce sera vraiment chouette d'avoir une base de données cohérente. Faut surveiller au passage là. Premier bain de mer, premier bain de foule sous l'objectif des paparazzi. C'est plus Nice, c'est Cannes. Pas beaucoup de marge de manœuvre à la manœuvre, mais ça fonctionne. Ok, tu stops, on fait le zéro, s'il te plaît. Et on va rester 10 minutes à 10 mètres. La première expérience qu'on a fait là, c'est de prouver qu'on arrive à travailler facilement avec, ce qui est déjà à peu près une réussite. Et ensuite, c'est de vérifier que cet engin qui n'est jamais allé dans l'eau de mer, n'a jamais mesuré des vraies valeurs dans l'eau de mer, peut le faire. Test concluant, la Rosette peut commencer sa tournée triomphale et internationale. Sur Tara, au-delà des rapports scientifiques, il y a toujours quelqu'un pour gribouiller, dessiner, griffonner un petit mot ou un croquis. C'est une manie contagieuse et indispensable. En proms, Mathilde. C'est un tableau avec les équipes pour participer à la vie en communauté. Alors toi, Anne, tu es avec Julien et tu es de vaisselle soir. Et demain, tu seras de ménage. À fond de cale, Bertrand, monteur vidéo. Si on pique mon cahier, je pleure. Il y a toutes les vidéos qui ont été tournées depuis le départ de Tara à Lorient. Depuis 3 semaines, on a tourné plus de 50 heures de rush. Et donc, ça fait beaucoup pour un petit cerveau. Et sur le pont, Julien. On voit des villes qui sont super agréables. Donc c'est sympa d'envoyer un petit bout de l'escale à terre en France. J'envoie 2 cartes postales qui vont être collecteurs, encore plus collecteurs que les autres. Puisqu'on part d'Alger, j'envoie une carte qui me reste de Lisbonne. Elle va être postée à Barcelone. Et je vais mettre un tampon de Tunis. Juste au moment où Tara trouve son rythme de croisière, la Méditerranée réclame son dû.
8h du matin, 45 nœuds de vent établis. En cuisine, Marion prévoit son menu spécial tempête. C'est surtout des plats simples qui peuvent se digérer à peu près facilement. Et puis avoir un stock de bananes à bord et de pain. Pourquoi des bananes? Et bah c'est très poétique. Ça a le même goût dans les deux sens. Sale journée en perspective. Pour les scientifiques, c'est le chômage technique. Ceux qui osent encore mettre le nez dehors sont cantonnés au cockpit. Gilet de sauvetage et harnais obligatoires. 55 nœuds, il faut manœuvrer et vite. Alors c'est tout l'équipage qui monte sur le pont. Alors quand on manœuvrait, il y avait 60 nœuds de vent à peu près établis. Et là c'est monté tellement vite en fait qu'on a réduit vraiment dans le mauvais temps. Ça va pas être une journée très productive. On va rester comme ça, on va dérouler comme on dit. Voilà, c'est un mauvais petit moment à passer. Après, ça ira mieux. Et c'est vrai que je suis sûr qu'à manger, il va pas y avoir grand monde. Là, c'est possible L'eau vient de déferler jusque dans le carré. 70 nœuds, ne reste plus qu'à subir et attendre, endurer et puis capituler. Anne, dites-moi, en voyant cette météo, est-ce que cette météo ne risque pas de vous bloquer en Tunisie? Eh ben si, figurez-vous. Puis je sais pas si vous entendez, mais ça tonne au-dessus de nous, il y a des éclairs partout. On n'est pas très rassurés, figurez-vous. Et les choses ne vont pas s'améliorer. Demain, on prévoit 40 nœuds de vent minimum. Alors dans ces conditions, Tara va rester ici un jour de plus. Ça ne servirait à rien de partir. De toute façon, les scientifiques ne peuvent pas travailler dans ces conditions. Une seule chose est sûre, ne vous en faites pas, Georges. Tara sera au rendez-vous à l'heure la semaine prochaine pour l'émission et ça sera à Naples. Merci Anne, vous saluez tout l'équipage de notre part et puis on se retrouve à Naples avec Tara la semaine prochaine. Et puis Sabine, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, absolument. Alors à cause des intempéries, l'équipage n'a pas pu profiter d'un spectacle, mais ils se rattraperont certainement un petit peu plus tard. En fait, en quittant Nice, Tara a traversé le sanctuaire des mammifères marins, baptisé Pélagos. Un sanctuaire dans lequel vivent en affluence des cachalots, rorquals communs, baleines à bec de cuvier, globicéphales noirs, sans compter de nombreuses familles de dauphins. Tous, bien sûr, sur le bout des doigts. En anglais aussi d'ailleurs. Et en fait, Pélagos, c'est une zone de protection qui a été créée en 99. Et si elle est unique au monde, c'est parce qu'elle a été créée par 3 pays, la France, l'Italie et la principauté de Monaco. Ouais. Voilà. Antoine, vous, pour tourner, vous n'avez pas eu le temps qu'a actuellement Anne Gouraud? Non. On va peut-être aller vers la baie de Tunis, alors. D'accord, tout à fait. Alors, écoutez, si vous le dites, moi je suis complètement d'accord. Je peux t'interrompre avant d'aller à Tunis. Un petit mot qui nous vient de Tunisie via le web à propos de la légende du corail de Tabarka. Comme on l'a vu il n'y a pas très longtemps, je voulais t'en parler dès maintenant. On nous signale que, en fait, on appelait aussi ce corail de Tabarka les cheveux de la sirène Morjane, d'où le nom du corail rouge en arabe tunisien, El Morjane. Désolé pour l'accent. Tout ça pour que je lui ramène du corail rouge. J'ai bien compris. S'il te plaît. On va quand même partir en baie de Tunis, d'accord? Oui. Si vous voulez bien. Alors, j'ai envie de dire, il y a plusieurs Tunis. Il y a sans doute des noms dont vous avez entendu parler. Carthage. Ça vaut quelque chose, Sidi Bou Saïd. Et puis, figurez-vous que lorsque vous traversez la Méditerranée avec un ferry, eh bien, vous arrivez dans un petit port qui n'est pas Tunis, mais qui s'appelle La Goulette. Eh bien, figurez-vous qu'on va aller visiter cette grande baie de Tunis. Il y en a pour des dizaines de kilomètres. Et puis, comme on a le droit de tout faire, on va prendre le train. D'accord? D'accord. Voilà. Devant la grande baie de Tunis, il se la joue pressé. C'est le TGM, le train des banlieusards qui se rendent au travail, mais aussi le train de l'oisiveté, des amateurs d'histoire ou de musée. Et si on faisait un bout de route ensemble? Première station, La Goulette. C'est-à-dire que La Goulette, c'est
le lieu même de l'hédonisme. C'est-à-dire que les Goulettois, sont des gens qui sont à la recherche presque permanente du bonheur, du plaisir, surtout gastronomique, je dois dire, mais aussi de la nonchalance, de la sieste, de prendre le temps de bien vivre. Et ça fait d'eux des gens très tolérants, parce que finalement, il y a une grande liberté dans leur tête, les gens de la Goulette. Peut-être parce que la Goulette est un port. Et comme c'est un port, c'est une ville qui a toujours de tous les temps connu l'arrivée des nationalités les plus diverses. Nous descendons avec Ferid Boukdir, cinéaste, un grand connaisseur du quartier, un fouineur sympathique, chasseur d'ambiance, toujours en appétit de rencontres et certainement plus hédoniste que tous les Goulettois eux-mêmes. Ferid nous mène directement à la plage. Lorsque la capitale crève de chaud, tout le monde descend ici pour goûter à la mer. Mais l'âme de cette banlieue, c'est son mélange des communautés. Juifs, catholiques, musulmans ont longtemps cohabité dans le ventre de ces immeubles. Quelques guerres au Proche-Orient plus tard, le mélange s'est raréfié. Non, la preuve, c'est qu'ils reviennent toujours en vacances. C'est-à-dire que là, au mois d'août, vous allez voir, tous les Juifs tunisiens sont là. Alors là, ici, c'est le restaurant populaire chez Mohsen, dit le roi de la brique à l'œuf. La brique à l'œuf, cette crêpe avec un œuf dedans et du thon, qui est une des inventions du génie tunisien. Mohsen et son frère, ce sont des enfants du quartier italien de la Goulette qui s'appelle la Petite Sicile. Ils ont grandi ici, ils ont fait leur petite gargote là-bas. Et maintenant, grâce à Dieu, ils se sont un peu agrandis à cause du succès de leur prix, parce que c'est pas cher chez Mohsen. 43 ans d'expérience. Les Juifs tunisiens reviennent à la Goulette régulièrement et ils se font un bon kiff, comme ils disent, en mangeant les meilleurs poissons du monde. Pourquoi est-ce que vous revenez à la Goulette? Moi, je suis né ici. Ma mère, elle m'a toujours parlé en arabe. Elle m'a toujours parlé de la Goulette et de la Tunisie. Quand on vient ici, on a l'impression d'être, je suis dans le corps de ma mère, là. Parce que c'est magnifique. Là, faut voir. Là, c'est magnifique. Là, il faut aller à la Goulette pour trouver ça, parce que ça, on ne trouve pas ça à la Goulette. Bon, c'est vrai qu'ils exagèrent un peu, les gens d'ici. Mais c'est comme ça. À la Goulette, tout le monde s'emballe très vite. Et on met des superlatifs partout. Regardez-les à rigoler, à se chamailler. En français, en arabe, en italien, ils nous refont une commedia dell'arte à la tunisienne. Ouais, alors ça, qu'est-ce qui s'est passé là? Ça a été. Ça c'est le café où j'ai tourné une partie de mon film N'était la Goulette. C'est là où on annonce que Claudia Cardinal, qui est la fille du pays, va revenir en personne en Tunisie. Alors juste avant, dans le film, il y a Michel Boujna qui arrive, qui est le porteur de mauvaises nouvelles. Il dit, il paraît qu'il va y avoir la guerre au Proche-Orient. Et personne ne bouge, parce que les Goulettois s'en fichent royalement de la guerre, ça ne les intéresse pas. Ça va être la guerre. Claudia est revenue dans son pays natal. Elle est revenue fidèle. Juste après, un bonhomme arrive, il dit, Claudia Cardinal arrive. Alors là, tout le monde dit, ah ça c'est intéressant, on y va. Ça, c'est les remparts une partie des remparts de la Goulette. Ça, c'est l'église de la Goulette. C'est l'église toujours en fonction. C'est de là que sortait tous les 15 août la procession de la Madone et qui était incroyablement suivie par les 3 religions de la Goulette. Donc, cette Madone chrétienne est suivie par les Juifs tunisiens, les musulmans tunisiens, les Maltais, les Grecs. Tout le monde suivait la procession de la Madone. عايش يا سي فريد يا معلم عايش يا معلم يا سي فريد ديما تقعد معلم زين عايش انت نوم دي السينما Et le cinéma est connu grâce à moi. Grâce à Ferid Boukdir, oui. Merci. Bonne journée. Merci, au revoir. Dis donc. Mais alors, j'ai une certaine popularité. Mais oui, écoute. Mais bien sûr, Ferid. Allez, laissons notre ami, ses briques à l'œuf, les meilleurs poissons du monde, laissons tout cela derrière nous
car notre prochaine étape est une immersion dans l'histoire antique et demande une certaine concentration. C'est là qu'on va, Carthage-Hannibal. Des Carthages, il en existe 70 à travers le monde. Carthago, Cartagena ou Petite Carthage, mais celle-là, c'est bien l'original. Carthage, l'africaine. Berceau des civilisations puniques, elle abrite aujourd'hui le palais présidentiel. Donc là, on a rendez-vous avec Abdelaziz Belkodja, qui doit nous attendre sur le quai normalement. Abdelaziz Belkodja, écrivain, éditeur, obsédé par l'histoire de la cité et de son destin tragique. Une histoire enfouie, mais, pardon pour la référence, grâce aux aventures d'Alix, ça y est, ça me revient. Il était bien question de guerre punique, non? Oui, il y a eu 3 guerres. Enfin, il y a eu 2 guerres et un massacre. Il faut dire la vérité. La première guerre punique qui a duré 20 ans. La seconde qui a duré pratiquement autant, un peu moins. C'est la fameuse, ce qu'on appelle la guerre d'Hannibal. Et la troisième, ça n'a pas été une guerre, ça a été le siège de Carthage et la destruction de la ville par Rome, parce qu'il n'y avait pas de place pour 2 grandes puissances en Méditerranée à l'époque. L'enthousiasme de l'écrivain suffirait à faire parler les vieilles pierres. Nous voilà plongés au cœur de l'histoire antique, avides d'informations sur ce peuple de commerçants phéniciens qui fondèrent Carthage. Vous savez, les Carthaginois, c'était de bons vivants. C'était des gens très riches qui possédaient un empire commercial exceptionnel. Toute la côte sud de la Méditerranée, à partir de la Libye. Il y avait aussi la Sicile, la Corse, la Sardaigne, les îles Baléares, et qui ne voulaient pas occuper les pays. Ils voulaient simplement, dans chaque pays où ils allaient, mettre un comptoir. Pratiquement toutes les îles de la Méditerranée étaient carthaginoises. D'où la jalousie des Romains. Voilà, exactement. Et l'enclenchement des guerres. Voilà, ça a commencé par la Sicile. Et à partir du moment où les Romains sont venus en Sicile, un très très grand conflit a éclaté entre Rome et Carthage. L'un des plus grands conflits d'ailleurs de l'histoire de l'Antiquité, où il y a eu les plus grandes batailles navales de l'histoire, des batailles navales entre 500 navires d'un côté et 700 navires de l'autre. De cette histoire vieille de 2000 ans, il nous reste quelques noms évocateurs. Hannibal, Hamilcar ou la reine Didon. Ou bien ici, devant la baie de Tunis, une trace bien visible de l'ancien port punique. En guise de conclusion, nous écoutons une autre version de l'histoire, plus carthaginoise. Pour une fois, elle n'est pas directement inspirée des récits des historiens romains. Il y avait une différence fondamentale entre le peuple romain et le peuple carthaginois, c'est que les Romains étaient un peuple foncier, agricole, alors que les Carthaginois étaient des commerçants. Il y avait une différence énorme au niveau de la mentalité. Donc il y a eu en fait un choc entre 2 visions du monde. Une vision qui était celle de la standardisation, et d'ailleurs l'empire de Rome a été un empire standardisé, parce que tous les monuments que l'on voit dans la Méditerranée, les monuments romains sont pratiquement les mêmes. La standardisation romaine s'était imposée une manière d'être. Par opposition à celle de Carthage. À Carthage, qui voulait que la Méditerranée soit unie, bien sûr, mais dans la diversité. Et le grand choc entre Hannibal et Rome, ça a été, en fait, le choc entre la diversité et la standardisation. Conclusion étonnamment moderne, en effet. Quelques heures au soleil plus tard, on s'est tous dit qu'on ne baillerait plus en cours d'histoire. Promis. Pas vrai, les gars? Sidi Bou Saïd, notre dernière station en TGM. Sidi Bou Saïd, village paisible autrefois, au temps des Monterland, André Gide ou Paul Klee. Aujourd'hui encore, Sidi Bou Saïd est un repère d'inspirés. Artiste jusqu'au bout des ongles, Mounir Le Taïef mélange les genres peinture, sculpture, musique. C'est pas très important le sujet en lui-même, mais l'expression qui se dégage à la fin, c'est ça ce qui est important. Donc moi, je sais que je vais enrichir ce tableau
Oui, je reviens, je le retravaille. Donc, si vous pouvez me suivre à la salle de bain. Je le fais rentrer carrément là. Je pars du principe que peindre, c'est pas uniquement mettre de la couleur, c'est aussi enlever, frotter, essayer de malmener un peu le tableau, si vous voulez, en quelque sorte. Peindre les choses, c'est facile, mais peindre ce que les gens ne voient pas. Donc peindre l'ambiance, l'air, le passage du temps, c'est ça comment vous allez le peindre. Quand j'ai commencé à peindre Sidi Bou Saïd, je le fais en vertical, alors que pendant toute leur vie, les peintres tunisiens, ils ont fait Sidi Bou Saïd à l'horizontale. Pour moi, c'était clair et net, c'est vertical. Allez, place maintenant à une petite visite jubilatoire dans le village bleu et blanc, avec guide truculent et langue colorée. Alors là, tu as les moucharabbiers, tu as le bleu et blanc, tu as le bougainvillier. Tu as vu qu'il y a trois couleurs de bougainvillier. Il y a une en blanc, une en lilas et l'autre qui est à moitié. Parce que cet arbre est très intelligent. Il mélange ses couleurs, il grimpe partout, il s'invite dans les maisons des voisins. Attends, il y a encore une autre couleur à l'intérieur, allons voir. Ah, on va voir. Et là, c'est carrément un orangé assez vif. Là, c'est la maison des voisins. Il ne faut jamais demander, il faut entrer tout simplement. Dès que les gens ils sortent, même si tu ne te connais pas, tu dis, t'as vu Mohamed? Et ça marche. Et tu dis, non, c'est pas la maison de Mohamed. Tu dis, bon, bonjour, merci à vous. Et tu repars, c'est tout. Et là, tu as une synthèse de l'architecture de Sidi Bou Saïd, vraiment typique. Ah, ici, quand tu regardes, tu ne vois pas l'argent, tu vois le goût. Et tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Peut-être qu'il y a uniquement 12 mètres carrés. Oui. Mais quand même, c'est un petit palais. Et ça fait rêver. Tu vois, ce qui est magnifique, c'est cette nonchalance. Il y a un petit rythme très sympathique. Les gens, ils vivent dans une autre ère. T'as pas de voiture. Mohamed, Bakhir. Ciao, buongiorno all'artista. Eccolo l'artista numero 1 di Sidi Bou Saïd. Bonjour, buongiorno. Voilà. Donc tu vois, c'est plus le calme et la discrétion des autres maisons du village. Oui, mais tu sais quoi, je pense qu'ils se dirigent tous en direction de ton atelier. Ah, j'aimerais. Allez. Bonjour. Salut l'artiste, je t'enverrai des copains de passage à Sidi Bou. Moi, avant le dernier TGM, j'irai bien flâner dans ce joli jardin persan, avec vue imprenable sur la grande baie de Tunis. Moi, je retiens deux images, les bougainvilliers et l'élégante Claudia Cardinal, née à Tunis. Ah, et la Russe, quand même, vous n'avez pas vu Mohamed, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Pour visiter les quartiers, c'est pas mal. Oui, à ne pas pratiquer partout et en toutes circonstances, on va dire. Dans la nuit du 27 au 28 septembre 1994, 852 personnes ont péri dans le naufrage du ferry l'Estonia en mer Baltique. Depuis, on s'interroge toujours sur les causes de cette catastrophe maritime, accident, attentat. Thalassa a tenté de faire la lumière sur cette affaire. Ce sera pour tout à l'heure. Mais pour l'instant, Loïc, on va s'en aller à la recherche d'un trésor. Oui, tout à fait, Georges. Des lingots d'or, des diamants, des trésors engloutis qui n'attendent que celui qui saura les trouver. Je vous dis tout de suite... Comment vous savez ce qu'il y a comme trésor, puisqu'on ne l'a pas trouvé? Ah, la légende dans ces cas-là, le bouche à oreille, ça va très fort, mais je vous préviens tout de suite, un masque et un tuba, ça suffit pas. Hein. Ah. C'est vrai aussi que les trésors des Templiers, des pirates, de la reine de Saba deviennent presque mythiques à force d'attiser les convoitises. Et le butin, également, trésor mythique, le butin de Rommel. Rommel... Renard du désert. Le renard du désert. Deuxième guerre mondiale. Le maréchal Rommel, effectivement. On a révisé. Eh oui, Antoine, hein, quand même. Hein. Avec un butin qui s'est évaporé, entre guillemets, entre la Tunisie et la Corse. Il est quelque part entre la Tunisie et la Corse. Le problème, c'est quelque part. Pour ne rien vous cacher.
Imaginez qu'on vienne vous dire, vous savez, là tout près de chez vous, il y a un trésor, quelque chose d'énorme qui peut changer totalement votre vie. Mais mon Dieu, vous ressentez une montée d'adrénaline, quelque chose qui vous exalte. Et vous dites, alors, on y va? Quand on me dit trésor de Rommel, je me dis méfiance. Mais je me dis, après tout, peut-être qu'il faut y aller voir. De l'or, quelques indices, un personnage mystérieux et des histoires, beaucoup d'histoires. Voici comment est née la légende d'un magot introuvable qui passionne encore les plongeurs du monde entier, le trésor de Rommel. Nous sommes à Bastia au mois de février 2007. Ça n'est pas vraiment la saison pour aller contempler les profondeurs de la Corse. D'ailleurs, un fort vent de Libeccio est annoncé. Les gardes-côtes de Bastia sont de sortie, car cela fait plusieurs jours qu'un bateau d'expédition sous-marine rôde dans les parages. Les douaniers montent à bord, fouillent le navire et font alors une étrange découverte. On s'aperçoit vite que, la palanquée remontant, que sur la plage arrière du navire, il y a énormément de matériel de prospection sous-marine. Alors du gros matériel, il y a un sonar à balayage latéral, il y a une caméra téléguidée sous-marine, il y a un magnétomètre, et puis les gens qui ont ce matériel ont tout l'air de professionnels de la recherche sous-marine ou des travaux sous-marins. Ce navire d'expédition bat pavillon allemand. L'équipage de même nationalité enchaîne les plongées. Ils sont en train de ratisser la mer au large de Masinaggio sur plusieurs kilomètres à la recherche d'un soi-disant trésor. Toutes ces opérations sous-marines se font sans l'autorisation de l'État français. Les gardes-côtes de Bastia dressent un procès-verbal et l'expédition s'arrête sur le champ. Et là, sur le trésor de Rommel, nous, c'était la première fois qu'on voyait des gens venir avec un tel matériel et être très motivés par la recherche du trésor. Plus de 65 ans ont passé depuis la fin des combats menés par le maréchal Erwin Rommel sur les terres nord-africaines. Dans le désert ou sur la mer, la bataille fait rage entre les forces de l'Axe et les troupes alliées. Rommel, surnommé le renard du désert, l'un des gradés favoris du Führer, remporte nombre de batailles en 1942 et 1943. Il devient célèbre, et qui dit chef de guerre dit forcément butin de guerre. Nous sommes allés à la source de cette histoire en Tunisie, où les troupes allemandes, avant de fuir en bateau en mai 1943, auraient rassemblé d'importantes richesses. C'est à Tunis, la capitale, que nous retrouvons la trace du fameux trésor. La ville portuaire, occupée pendant 6 mois par les Allemands, a connu des pillages en tout genre. Spécialement visée, la communauté juive de Tunis. Mais qu'en est-il exactement? Robert Bismuth, le représentant de la communauté, nous ouvre exceptionnellement les portes de la grande synagogue. Quand nous avons été occupés par les Allemands, bien entendu, l'endroit le plus visé a été la synagogue et il a servi. Les Allemands se sont installés ici pour ramasser tout ce qui se spoliait parmi la population. Donc, ils ont réclamé. D'ailleurs, je vous ai amené un document qui est ici, que j'ai posé là. Je vais vous le dire. Ils ont infligé des obligations à tous, soit sur des objets de valeur, des meubles, des appareils de radio, des pianos, etc. Également d'argent. Je vais vous dire, ce papier résume un petit peu tout ça. Les communautés juives se sont vues infliger par les Allemands des amendes collectives à Tunis, 20 millions de francs, ensuite 3 millions, à Sfax 20 millions, à Sousse 25 millions, plus 10 kilos de bijoux, 20 kilos d'or à Djerba, 10 millions à Gabès. Ces amendes ne sont pas le fait de l'Africa Corse, mais des SS. Quelques dizaines de kilos d'or, des bijoux, des tableaux et beaucoup d'argent. Cela suffit-il à constituer un véritable trésor?
En mai 1943, poursuivis et bombardés par les Anglais, les troupes du Reich et la section spéciale de la Gestapo chargée de centraliser les butins de guerre embarquent précipitamment en direction de la Sicile et de l'Italie. 4 ans après la guerre, en 1948, un ancien SS fait cette déclaration étonnante à des militaires français stationnés en Allemagne. Peter Flegg prétend avoir été le témoin à Bastia à la fin de la guerre d'un transfert de plusieurs caisses. En octobre 1943, plusieurs officiers SS accompagnés de soldats allemands quittent le monastère de San Antonio sur les hauteurs de la ville, avant de prendre la mer avec la cargaison. Je n'oublierai jamais cette vision des 1001 nuits. 2 SS plongeaient les bras dans de grands coffres remplis de diamants, de lingots, de pièces d'or et de perles. Avant l'aube du 18 octobre, le cargo Fantôme avait quitté Bastia, en direction d'une cage sous-marine pour l'opération d'immersion. Ordre est donné d'immerger la demi-douzaine de caisses à quelques encablures de la côte. Recruté la veille en Italie, Peter Flegg, scaphandrier militaire, découvre donc sa mission. En Corse, dans les environs de Bastia, nous avons retrouvé l'un des rares témoins directs de cette histoire. Tony Caloni est aussi l'un des seuls à bien vouloir en parler. En Corse, ce trésor hante encore les mémoires. En 1948, Tony a une vingtaine d'années. Il travaille avec son oncle qui possède une petite entreprise de travaux sous-marins sur le port de Bastia. Flegg ne parle pas du tout le français, ni l'italien d'ailleurs, et donc il n'y a pas de communication possible avec lui. Mais la personne qui l'accompagne, son copain, explique qu'il y a un trésor et que Flegg est là pour le rechercher et que c'est lui en réalité qui sera le scaphandrier. Et à ce moment-là, on lui dit, eh ben on y va, on va sur le lieu. L'étrange Peter Flegg réussit même à convaincre l'État français d'organiser des fouilles au large de Bastia pour 1 million de francs. Et là, on commence, bien sûr, à faire des petites plongées, à regarder, à sonder, et on retrouve les informations qu'il nous donne. C'est-à-dire qu'il nous conforte dans tout ce qu'il nous a raconté. Oui, c'est vrai, il nous dit la vérité. Cette affaire défraye la chronique, et c'est le début d'une longue liste d'expéditions. Des chasseurs de trésors anglais, allemands, américains vont défiler avec du matériel de recherche toujours plus sophistiqué. Et à chaque fois, ils écoutent les nouvelles vérités distillées par Peter Flegg. Son histoire est prise très au sérieux. Après tout, n'a-t-on pas déjà mis la main sur d'autres trésors cachés par les nazis? Anne et Jean-Pierre Joncheret sont des experts en matière d'archéologie sous-marine en Méditerranée. Spécialistes des épaves de la Seconde Guerre, ils cherchent sans cesse des informations ou des indices auprès de ceux qui auraient vu ou entendu quelque chose à propos de ce trésor légendaire. Les deux plongeurs savent rester prudents quant à certaines confidences. En Corse, les langues se délient vite à propos du trésor de Rommel. Parce que les gens, c'est la côte. On note toujours, on engrange, et même s'il reste 1% de chance, on tente le coup. Et on pense qu'il n'y est pas, mais on ne sait jamais, c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui, par exemple. Nos deux plongeurs n'en sont pas à leur première visite sur ce site au large de Bastia. Avant de disparaître, Flegg a encore laissé quelques indices sur l'endroit où il aurait caché les caisses. Un cimetière, celui du village de Miomo, un avion posé sur le fond et une source d'eau douce sous-marine. En tant que plongeur et en tant qu'historien, si vous voulez, on a une règle d'or. D'abord, ne jamais croire personne, ne jamais croire aucun témoignage, mais ensuite aller toujours vérifier. Alors ne jamais croire, toujours aller voir. Ça, c'est notre devise. Anne et Jean-Pierre Joncheret, sans trop y croire au départ,
ont été pris au jeu de cette chasse au trésor rocambolesque. Cela fait 30 ans qu'ils plongent en Corse et à chaque fois, ils se prennent à rêver d'être les premiers à découvrir enfin la vérité. L'avion est bien là, posé sur le fond, mais aux alentours, aucune trace de trésor. On fait un travail de fourmi et de détection, donc nous on avance élément par élément. Voilà, on connaît un avion aujourd'hui, ça c'est concret, on l'a vu. On continue à fonctionner sur ce principe-là, donc effectivement, comme dit Jean-Pierre, en admettant même qu'il n'existe pas, à partir du moment où il y a un certain nombre d'indices qui continuent à exister, c'est bien de remonter la piste et puis ne serait-ce que de savoir si effectivement il a été pris. À terme, un jour, ça se saura, c'est évident. Avec son trésor, Peter Flegg, l'ancien SS, ne s'est-il pas inventé une nouvelle vie pour faire oublier son passé ? Personne, jusqu'à présent, n'a fait référence qu'il a trouvé ou que certains objets, je pense au tableau, soient réapparus. Donc, il y a de fortes chances que ce trésor soit encore là, soit encore ici. Cette histoire n'a donc pas encore trouvé de dénouement. Malgré les mensonges, les fantasmes et les contradictions qui entourent ce trésor, il n'est pas un plongeur en Corse qui n'ait pas le secret espoir de découvrir un jour ce butin légendaire. En tout cas, c'est bien pour animer la passion de le plonger, c'est déjà ça. Antoine, on repart en Tunisie? Oui, vous savez qu'un peu plus tôt dans l'émission... En tout cas, c'est bien pour animer la passion de le plonger, c'est déjà ça. Antoine, on repart en Tunisie? Oui, vous savez qu'un peu plus tôt dans l'émission, on a mentionné le nom de Djerba. Figurez-vous qu'il y a d'autres Djerba la Douce, oui, il y a d'autres noms évocateurs comme ça qui évoquent évidemment la plus grande, la richissime, la grande richesse de la Tunisie, c'est-à-dire le tourisme. Eh bien, figurez-vous que nous avons continué notre voyage un peu plus au sud pour aller découvrir ce qu'il y avait derrière le catalogue. Hammamet, Sousse, Monastir, Djerba, capitale balnéaire vendue en France sur catalogue. Et pour les destinations dernière minute, retrouvez la Tunisie bradée sur Internet. Au lendemain de l'indépendance, les premiers occupants des plages tunisiennes sont français, tout comme aujourd'hui. Alors la Tunisie soigne son meilleur client. Opération séduction réussie. C'est un beau pays agréable, les gens sont gentils. Les jeunes parfois un peu collants pour les gazelles. Et comment fonctionne le tourisme dans ce pays? L'effort avait commencé sous Bourguiba dans les années 60. Il ne s'est jamais relâché depuis. 10h15, tapis rouge dans le port de Yasmine Hammamet. Ce samedi de juillet, le ministre du Tourisme n'est pas encore en vacances. On croise sa route et la rencontre s'annonce détendue. Quelqu'un a le mal de mer, On le jette à la mer. Moi j'ai besoin de mon équipe jusqu'au bout quand même. Non, votre équipe, on va la protéger. D'accord, ceux-là on les jette pas à la mer alors. Non. Les facilités d'investissement, voilà ce que nous vante tout d'abord M. Khelil Ladjimi, notamment dans le domaine bien rodé de l'industrie. Mais en est-il de même pour le tourisme? Pour le secteur touristique, que vous soyez tunisien ou étranger, votre investissement il est soumis à l'appréciation d'une commission technique qui est au sein de l'Office national du tourisme tunisien. Donc nous faisons attention. On ne peut octroyer l'installation des unités hôtelières que dans le cadre des zones touristiques. Mais qui décide de ça? C'est l'État. C'est l'État. C'est l'État qui décide de développer à tel endroit ou à tel endroit ou tel endroit. Tous les développements se sont faits comme ça. C'est clair, le secteur clé de la Tunisie est une chasse gardée. Dans les zones touristiques, choisies donc par l'État pour se développer, de nouveaux palaces s'exposent en bord de mer. Mais très vite, on nous oriente vers le nouveau grand succès tunisien, la thalassothérapie. Classé au 2e rang mondial, le pays accueille 150 000 curistes qui viennent se faire bichonner entre marbre et palmiers. Certains établissements ont même été mis sous la tutelle du ministre de la Santé pour se conformer aux standards internationaux.
La clientèle vient d'Europe occidentale et depuis peu de Russie. Добрый день. Как поживаете? Là, on va tenter une interview. Хорошо. Can I ask you some questions? Moi aussi, j'aimerais bien aller dans le bain bouillonnant. Вы не говорите английский? Bon, faut pas se laisser déconcentrer. Ça vous plaît ici? Oh, c'est super, j'adore. Tout est très beau ici. C'est un beau pays et un hôtel magnifique. J'aime beaucoup le service et aussi le parcours de golf. Très intéressant pour moi ce voyage. And you speak very good English. Même pas le temps pour un petit soin thalassothérapie ou une séance dans la piscine. On est là pour bosser. Suite de notre périple donc, et cap au sud, vers la ville de Madia. Nous arrivons juste à l'heure de la prière. Silence, on tourne. Madia est un port de pêche longtemps resté à l'écart du développement touristique. Nous croisons Selma Hamza, une architecte. Elle fait partie de l'association de sauvegarde du patrimoine de la ville. Un combat jamais frontal, tout en nuances. Madia est longtemps restée une ville qui n'était pas touristique en fait. Oui, bien sûr. Elle a conservé ses habitudes et les effets d'ouverture qui peuvent être positifs par ailleurs, mais ne l'ont pas trop touché, n'ont pas trop perturbé sa manière, leur manière de vivre, le vécu des habitants de Madia. Un peu plus loin, quelques signes d'une Tunisie authentique. Est-ce que c'est un marché aux touristes ici seulement? Non, pas du tout. C'est un marché qui a toujours existé. C'est un marché local. C'est les femmes qui viennent, qui vendent ce qu'elles ont, ce qu'elles produisent. Tous ces objets, tous ces tissus, toutes ces soirées font partie des costumes de la mariée. Ça, on met sur la tête. Ici. Madia, de toutes les manières, a conservé ses rites, a conservé sa manière de fêter les mariages et aussi de construire le trousseau des jeunes mariés en fonction d'objets de valeur et qui peuvent leur servir pour s'habiller, pour aller toute leur vie et puis éventuellement un jour de les vendre aux besoins. Tout en soi, celle-là, tout en soi. Selma, vous avez votre trousseau de mariage? Bien sûr. Bon, alors tout va bien. On continue. On continue, direction la place du Caire. Au cœur de la Médina apparaissent les signes d'une ville en cours de mutation. Alors on observe deux couleurs aussi dans cette place du Caire. Qu'est-ce qu'elles signifient? Ça illustre bien cette bataille entre les couleurs locales, les couleurs d'une ville musulmane. Le vert, mais le vert avec ses différentes palettes, parce qu'il n'y a pas un seul vert. Il y a toute la symbolique, refaire les tons, les nuances. Et le bleu? Et la standardisation d'un bleu touristique qui plaît, qui est certes joli, qui est certes beau dans certains endroits, mais qui, à lui seul, pourrait anesthésier toute la richesse des palettes de couleurs de nos villes. Une ville qui s'ouvre progressivement au tourisme de masse doit-elle nécessairement vendre son âme? Est-ce que le tourisme a droit de regard sur tout en Tunisie? Le tourisme n'a certainement pas droit de regard sur tout, mais le tourisme, c'est un atout, c'est aussi un enjeu, il faut savoir composer avec. Il faut qu'on ait le droit de regard sur le tourisme, c'est ça le plus dur. Selma nous emmène ensuite au bout de la ville, face à la mer, devant un site privilégié où les promoteurs immobiliers ont finalement rendu les armes. Il a été question dans les années 60 de transformer ce site, d'ailleurs, et de gros projets touristiques. Il y a une tentative de projet touristique qui a été faite dans les années 60, mais actuellement, il y a une très forte résistance de la population qui y habite encore, parce que les habitants de la ville se ressourcent dans ce cimetière. Les femmes, tous les jeudis après-midi, viennent visiter leurs morts. Il y a une visite hebdomadaire qui se fait vers le cimetière. Les jours de fête, les fêtes religieuses se passent au cimetière d'abord. C'est vital, ce cimetière. Sur cette jolie phrase, il est temps de se quitter.
Ah, j'oubliais. Pendant notre séjour sur place, nous étions bien évidemment encadrés, surveillés, vérifiés, afin, nous dit-on, d'assurer notre sécurité. Habibi, bonjour télévision française. Et bon, si nous n'avons pas pu semer nos anges gardiens, je suis fatigué. Eh bien, au moins, a-t-on réussi à épuiser notre escorte. Antoine, l'encadrement a l'air assez souple quand même. Oui, souple, on est surveillé. Mais enfin, c'est une habitude, lorsqu'on tourne dans ces pays, d'être encadré. Et en plus, vous leur faites porter le matériel. Oh bah, chacun contribue dans un tournage, enfin. Et il y a des raisons de vous surveiller. Sabine, on s'intéresse à une voyageuse immobile. Une voyageuse immobile, c'est Élodie Germain cette semaine. Donc effectivement, elle a voyagé dans le sillage de Tara et de Thalassa, les intempéries en moins. Donc elle a pu aller, elle, jusqu'à Tunis. C'est la rubrique Vue du web. Nous revoilà sur la toile après une semaine riche en trouvailles. En quelques clics, quittons Nice et hop, nous voilà à Tunis. Nous y ferons étape à la fin de notre voyage virtuel, en attendant cap au sud, direction le golfe de Gabès. C'est notre petit coup de gueule de la semaine. Nous voici à bord du pétrolier Didon, en route pour un gisement offshore. Quand l'équipage prend le bateau pour une poubelle, passe encore, mais quand les éléments se déchaînent, c'est un bon coup de ménage sur le pont. Et là, c'est la mer qui trinque. Partons maintenant pour l'intérieur des terres. Un glacier en pleine Tunisie? Pas vraiment. Voici Chott El Djerid, un lac salé de 120 km de large. Du sel, rien que du sel. Ces paysages lunaires vous disent peut-être quelque chose. Si je vous dis Dark Vador, R2D2, Chewbacca, oui, le Chott El Djerid a servi de décor à la Guerre des Étoiles, la trilogie de George Lucas. Retour en bord de mer et ambiance vacances sur l'île de Djerba. On commence par un petit tour à Umtsouk, le quartier du marché. C'est l'heure de la criée, l'occasion de faire quelques emplettes. Et maintenant, à quelques kilomètres, toujours à Djerba, un peu d'aventure à dos de chameau. Ah, raté. Allez, cette fois c'est la bonne. C'est parti, souhaitons quand même à la monture bon courage. Enfin, comme promis, retour à Tunis où un apprenti surfeur profite d'une inondation pour apprendre les rudiments de la glisse. Allez, on se quitte là-dessus, à la semaine prochaine. Et en attendant, restez connectés. Voilà, et nous recevons aussi des messages de Tunisiens installés en France qui nous disent qu'ils ont l'impression de découvrir ou redécouvrir leur pays. C'est le cas par exemple de Jasmine Ab. C'est un pseudo, elle est étudiante à Paris mais originaire de la banlieue sud de Tunis. Et on nous signale aussi que le clip de Patrick Bruel, Le Café des Délices, c'est pas pour t'agresser, a été tourné à La Goulette. Ah ben non, à Sidi Bou Saïd. Ah bon? Mais oui. Ah ben si je vous le dis. D'accord. Bon, allez-y. Redites-nous monsieur ou madame qui avait écrit, c'est où? À La Goulette ou à Sidi Bou Saïd? Ah non, c'est Sidi Bou Saïd. Bon, d'accord. On va vous laisser. Ok. Loïc, nous allons maintenant nous intéresser à ce qui est encore aujourd'hui un mystère, le naufrage de l'Estonia en mer Baltique. Ah ouais, vraiment une affaire très singulière qui méritait vraiment une enquête poussée, parce qu'on sait bien que la mer ne fait pas toujours de cadeaux, qu'il y a des bateaux sur lesquels il ne faudrait pas embarquer, c'est sûr, mais quand même. Certains naufrages posent vraiment des questions